Bonjour à tout le monde. On a tellement de monde qui avait inscrit pour ce webinaire. Et en fait, ça, c'est la deuxième fois qu'on a fait dans un jour. Ça fait pas longtemps qu'on a fait un autre webinaire pour 30 minutes sur le même sujet en anglais. Et cette fois-ci, on a la chance, l'opportunité à faire ça en français. Et ensemble, en fait, on a deux organisations, le chef de file pour les gens avec des maladies rares partout au Canada avec nous. Et je ne vais pas perdre plus de temps là-dessus avant les présenter. Moi, je suis Bill Dempster avec 360 Public Affairs, mais j'ai travaillé pendant quasiment 20 ans avec les deux organisations, avec qui est-ce qu'on a. Et je vais passer pour les introductions. Premièrement, Jonathan Pratt avec RQMO et après ça, Durhan Wanriger avec l'Organisation canadienne des maladies rares. Fait que Jonathan, en premier, laissez-moi juste partager mon écran en premier. On va commencer avec RQMO et après ça, Cord. Vas-y. Oui, donc bienvenue à tous. Vraiment content que vous soyez en grand nombre dans ce Zoom aujourd'hui. Vous allez voir, on va faire ça assez rapidement puisque 30 minutes, ça passe énormément vite. Donc, je me présente, je m'appelle Jonathan Pratt. Je suis le directeur général du RQMO depuis juillet 2022. Donc, j'ai pris la relève de Mme Gail Ouellette, qui est la présidente fondatrice du RQMO en 2010 et qui a laissé sa place là, comme présidente en avril dernier. Donc, au RQMO, en fait, on est représenté par 33 associations membres qui font partie là, justement de l'ensemble de nos actions. Notre mission, en fait, c'est de fournir des services à toute la population québécoise qui sont atteintes de maladies rares par le biais de notre centre IRAR, donc Centre d'information et de soutien aux personnes atteintes de maladies rares. Et évidemment, on parle aussi de soutien à leurs familles, leurs proches, les proches aidants et tout ça. Donc, vraiment, il ne faut pas hésiter, il faut lancer le message si vous connaissez des gens, toujours rejoindre le info@rqmo.org. Donc, notre mission, en fait, c'est de s'assurer que les maladies rares soient un sujet d'actualité et de s'assurer d'avoir le maximum de services pour les patients. Merci, Jonathan. Et Durhan. Bon après-midi, je suis Durhan Wanriger, présidente de Canadian Organization for Rare Disorders, une alliance d'une centaine d'organisations. Merci d'être venu et merci à Bill qui présentera au nom du corps. Je vous rejoindrai à la fin pour le Q&A. Merci, Durhan. Et en parlant en fait de Q&A, je vais encourager tout le monde à utiliser le panel chat de Zoom pour entrer vos questions, vos commentaires. Même si on n'a pas le temps de répondre à toutes les questions, on va les garder pour plus tard et n'hésitez pas de nous contacter après parce que c'est beaucoup plus que juste ce webinaire aujourd'hui. En fait, ça, c'est partie d'une série d'engagements partout au Canada avec les systèmes de la santé, avec les scientifiques, l'industrie et surtout, en fait, les gouvernements qui ont mis sur place un plan d'action au Québec, une stratégie pour les traitements pour les maladies rares au niveau fédéral avec beaucoup d'argent. Et en fait, ça, c'est le but d'aujourd'hui, c'était expliquer sont quoi les plans, sont quoi les politiques, c'est quoi l'opportunité et qu'est-ce qu'il faut faire prochainement dans les prochains jours et semaines et mois pour vraiment aider, assister l'agent à suivre les mots qui étaient annoncés plus tôt cette année. Qu'est-ce qu'on va faire? Moi, je vais juste expliquer un peu de contexte, comment est-ce qu'on est rendu, où est-ce qu'on est. Je vais passer le bâton à Jonathan pour expliquer qu'est-ce qui se passe au Québec avec le plan d'action. Puis après, moi, je reviens avec Durhan pour parler de c'était quoi proposé par le gouvernement fédéral en mars dernier avec l'argent pour la stratégie pour les traitements pour les maladies rares.
Fait que juste à mettre un couple de diapos pour mettre en contexte, et je ne vais pas lire qu'est-ce qui se passe parce que c'est une diapo très complexe et détaillée. On va partager les diapos avec tout le monde après, mais ça, c'est la raison que les gouvernements ont mis en place un autre système ou plus de fonds pour aider et en espérant faire quelque chose pour améliorer les obstacles actuels entre l'approbation de Santé Canada pour un médicament. Ça va après ça, INICE et CADETH ou ACNIS pour l'évaluation entre les autres, les thérapies potentielles ici au Canada, et aussi, est-ce que c'est de valeur économique? Après ça, ça va pour l'Alliance pan-canadienne pharmaceutique, le APP, pour négocier souvent un prix ou les conditions de remboursement au côté public. Après ça, ça va aux provinces. Et ce n'est pas exactement pareil pour chaque province non plus. Éventuellement, au niveau public, et ça veut dire autour de 10 millions Canadiennes, les patients vont avoir accès aux médicaments. Mais ça peut prendre 2 ans entre Santé Canada puis l'accès aux patients financiers. Si vous êtes parti d'un plan privé, et ça veut dire comme 2/3 des Canadiennes, à peu près quasiment 30 millions de personnes, on a un escalier, c'est beaucoup plus rapide. Mais ce n'est pas évident non plus. Il y a les problèmes là. Et bien sûr, il y a le CRPMB au niveau fédéral qui regarde le prix vendu, le prix courant de list price pour réglementer ça. Mais le point, c'est qu'au Canada, on a un entonnoir, c'est un genre de funnel. Si on regarde qu'est-ce que c'est disponible en Europe, mettons, ça c'est sur 5 ans, ils sont désignés comme maladies, les médicaments orphelins. Ça veut dire pour les maladies rares, 63 étaient approuvés entre 2015 et 2020 en Europe. Seulement 2/3 des médicaments étaient soumis et approuvés par Santé Canada, 44. Après ça, qu'une trentaine de médicaments ont reçu une recommandation positive par l'Agence d'évaluation pour le reste du Canada. Et en fait, au Québec, que 20 médicaments ont reçu une recommandation positive. Éventuellement, qu'est-ce que ça a géré? C'était 24 médicaments qui étaient négociés avec un prix par tous les gouvernements en fait, du Canada. Et qu'est-ce que ça veut dire là? Seulement 3 sur 5 médicaments pour les maladies rares sont approuvés par le FDA et en Europe sont soumis à Canada. Et souvent, ça c'est 5 ans plus tard ici au Canada que dans les autres juridictions. Et en fait, seulement 7 médicaments pour les maladies rares sur 10 sont recommandés pour remboursement par les régimes publics d'assurance médicaments. Fait que ça, c'est un grand problème et je ne sais pas si, en fait, Jonathan, il y a d'autres obstacles au Québec dernièrement. Je ne sais pas si tu veux toucher les Tout à fait. Tout à fait. Donc, si je peux me permettre assez rapidement, puis on pourra y revenir peut-être à la fin en question, mais évidemment, je pense que si vous n'étiez pas au courant, je pense que tout le monde sur l'appel est au courant, mais quand même, je pense que ça va être un enjeu à surveiller dans les prochains mois. On parle beaucoup du projet de loi 15, évidemment, donc la création de Santé Québec, et des fameux articles 333 à 337 qui parlent de la nécessité médicale particulière, donc communément appelé le patient d'exception. Et on sait très bien que de la façon que ces articles-là ont été libellés, ont été écrits, ça met beaucoup de confusion à savoir si ça va aider les patients ou non. Chose certaine,
Nous, au RQMO, puis en fait, il y a beaucoup d'autres organisations qui ont levé le point en disant que ça n'aurait pas de bon sens, puisqu'on rajoute encore une couche d'évaluation supplémentaire. On met vraiment des bâtons dans les roues pour ne pas faciliter vraiment là, l'accès à des médicaments. Puis on comprend effectivement que ça coûte cher, mais en même temps, on parle de la vie des patients atteints de maladies rares et s'il y a un médicament qui existe, ben, il faudrait que les patients aient accès à ce médicament-là. Ce n'est pas comme une maladie commune qui existe plusieurs types de médicaments. Donc, ça, c'est un gros enjeu qu'il faut surveiller dans les prochains mois. Donc, voilà. On pourra y revenir un petit peu plus tard. Merci, Jonathan. Juste pour mettre ça en perspective aussi, le montant payé par les gouvernements sur les traitements pour les maladies rares, je ne dirais pas que c'est minime parce que ça, c'est beaucoup d'argent, 380 millions de dollars par année au niveau public. Mais si on regarde combien est-ce qu'on paye pour les médicaments communs ou le budget des plans publics de médicaments, c'est vraiment un petit pourcentage. Ce niveau-là, en fait, si on regarde d'ici 4-5 ans, ça va monter, mais ça va monter en fonction d'autres médicaments qui sont disponibles maintenant sur le marché mondial. Et on parle de maintenant les médicaments de souche, de traitement vraiment transformatif qui s'en vient. Fait en espérant que les plans d'action, les plans de stratégie regardent en futur pour mettre en place les mécanismes et les financements pour être capable à payer pour. Et le Canada est en fait vraiment en arrière des États-Unis. Ça a commencé avec le Orphan Drug Act en 83. Australie en 97, Japon, l'Union européenne. Et en fait, il y avait beaucoup d'harmonisation entre les États-Unis et l'Europe, plus que à peu près 15 ans. Beaucoup est arrivé partout au monde, sauf au Canada. Mais on a beaucoup de progrès cette année et ça, c'est la raison qu'on veut expliquer qu'est-ce qui se passe dernièrement au niveau fédéral et aussi provincial. C'est pas venu de nulle part. En fait, CORD et le RQMO avaient proposé les stratégies pour les maladies rares. Et on veut peut-être juste prendre 2 secondes pour expliquer qu'il y a 2 types de stratégies maintenant. Il y a les stratégies pour les maladies rares, et ça veut dire pour aider, pas juste pour les traitements, mais pour chercher des façons de détecter, diagnostiquer les maladies rares avec, et aussi aller en avant que quelque chose arrive, pour donner les opportunités de soins équitables fondées sur les données probantes. Renforcer les soutiens communautaires, donner un accès durable aux thérapies prometteuses et aussi favoriser puis soutenir la recherche innovatrice. Et CORD a proposé ça en 2015. RQMO avait une stratégie assez élaborée aussi en 2017 pour la province. L'année passée, en fait, CORD a commissionné un sondage pour mieux comprendre c'est quoi les attentes des gens avec les maladies rares ou les gens qui prennent soin des gens avec les maladies rares et qu'est-ce qu'ils veulent voir dans un plan du Canada puis provincial à faire. Fait on a déjà fait d'autres webinaires là-dessus, mais le point, c'est que les 2 organisations étaient vraiment en train de beaucoup travailler là-dessus. Et avec ça, je vais passer le bâton encore à Jonathan pour expliquer qu'est-ce qu'ils ont écouté, qu'est-ce qu'ils ont mis en place au Québec. Et moi, je reviens avec qu'est-ce qui se passait d'Ottawa au niveau fédéral. Oui, donc en fait, pour situer, évidemment, le RQMO a travaillé pendant des années. Donc, je dois le redire, là, Mme Gail Ouellette, qui est notre présidente fondatrice,
qui a quitté le conseil d'administration là, en avril dernier, a vraiment travaillé fort pour monter en fait les maladies rares le plus élevé possible pour qu'on en parle et pour que les gouvernements comprennent enfin que ça prend une politique et un plan d'action. Donc, cette politique-là a vu le jour le 13 juin 2022, donc l'an passé, a présenté 3 axes très précis. Donc, et ces 3 axes-là, en fait, ne sont pas anodins. Donc, le libellé de ces axes-là vient essentiellement se coller aux stratégies que CORD et le RQMO ont sorties là, dans les dernières années, comme Bill l'a mentionné à la diapo précédente. Donc, on voit en fait 3 axes précis. Le premier sur la sensibilisation et la formation des médecins et autres professionnels de la santé. L'axe 2 au niveau de l'accès facilité et équitable au diagnostic, aux soins et aux services. Donc, on parle de beaucoup d'implantation et de mise en place de programmes qui vont aider au remboursement de certains traitements et certains services de santé pour les personnes atteintes de maladies rares. Et l'axe numéro 3 qui vient promouvoir en fait la recherche, l'innovation et la collecte de données. Un an plus tard, donc on peut changer la slide, Bill. Donc, un an plus tard, le 1er mai dernier, on a eu finalement le plan d'action en maladies rares qui a été dévoilé. Donc, un plan sur 4 ans qui, en fait, compte pour 17,2 millions de dollars, donc sur les 4 ans, ce qui fait une moyenne d'environ 4,6 millions par année. Donc, dans ce plan d'action-là, évidemment, le temps oblige, on ne passera pas à travers tous les faits saillants. De toute façon, vous allez avoir la présentation là, à la fin du webinaire. Mais juste pour vous mentionner quelques faits saillants, puis c'est vraiment, je pense, louable comme action. Donc, je vais me concentrer sur les 2 premiers. Donc, le premier, la désignation de centres de référence interdisciplinaires, donc la création de centres qui va faire en sorte que le patient peut aller à un endroit et consulter plusieurs spécialistes et ne pas être obligé de parcourir la province pour avoir droit à des services de qualité. Et surtout, ça va aider beaucoup au diagnostic. On le sait, en maladies rares, le problème, c'est que la plupart des maladies sont multisystémiques. Donc, ça va affecter beaucoup de différents systèmes et ça fait en sorte que les spécialistes, malheureusement, ne peut pas établir de diagnostic parce qu'ils n'ont pas toutes les pièces du puzzle. Donc, en mettant tout ensemble, ça permet d'avoir un diagnostic beaucoup plus évident. Et la deuxième action, c'est la mise en place de ce que le gouvernement a appelé le NAVINAT, donc le réseau de navigateurs cliniques national en matière de maladies rares. Donc, ça va permettre en fait une meilleure orientation, et ça, c'est ce qui est mentionné dans le plan, donc une meilleure orientation des personnes qui vivent de l'errance diagnostique. Évidemment, à l'heure actuelle, il n'y a rien de tout ça qui est mis en place. D'ailleurs, en fait, tout le plan, depuis que ça a été annoncé le 1er mai, je pense qu'on entend très peu parler. Il y a beaucoup de place, justement, au projet de loi 15 présentement. Mais ce sont des belles actions qui vont faire en sorte, on l'espère, que les patients n'attendent plus là, 3, 5, 10 ans avant d'avoir un diagnostic. Évidemment, il y a d'autres actions que vous allez voir dans la slide, mais je vais passer, comme je vous ai dit, là, par rapport au temps, on va essayer de garder ça le plus simple possible. Par rapport à l'axe 2, donc l'accès facilité et équitable au diagnostic, aux soins et aux services, en fait, essentiellement, ce que le gouvernement prévoit faire, c'est de mettre en place plus de services ou de rehausser des programmes qui existent déjà ou de créer des programmes qui n'existent pas. Donc, par exemple, le programme de dépistage prénatal, le programme de dépistage néonatal sanguin et urinaire. Donc, ça, c'est des programmes qui existent déjà, mais on veut les bonifier, on veut améliorer ces programmes-là. On veut permettre justement d'optimiser les services de conseil en génétique pour les parents qui viennent de régions dont on sait, là, par exemple, le Saguenay-Lac-Saint-Jean et qui a beaucoup de maladies rares à effet fondateur. Donc, on veut que ces gens-là aient des services de génétique et accès justement à des dépistages prénatals pour être sûr que leurs enfants ne sont pas atteints en fait là, de ces maladies-là et pour leur permettre de prendre les meilleures décisions possibles. Il y a d'autres programmes aussi qui vont être mis en place, notamment pour traiter l'hémophilie, l'angioëdème héréditaire. On parle d'un programme sur le traitement des maladies métaboliques héréditaires. Donc, ça, évidemment, c'est de l'avant et surtout, quelque chose que la RQMO demande depuis plusieurs années,
le remboursement des soins bucco-dentaires primaires pour les personnes atteintes de maladies rares et qui ont une défectuosité là, au niveau de tout ce qui est mâchoire, dents, gencives, etc. Donc, vraiment un axe assez chargé pour 17,2 millions, mais bon, on va voir ce qu'ils vont faire dans le futur. On peut changer, Bill. L'axe numéro 3, rapidement, c'est par rapport à la promotion de la recherche, l'innovation et la collecte de données. En fait, c'est le seul axe dont le RQMO fait partie là, comme étant collaborateur. En fait, partenaire, je dois dire, parce qu'il y a 3 types. Là, collaborateur, c'en a un autre, mais on va être partenaire avec le M3S et d'autres organisations pour travailler ensemble à la mise en place d'un registre de patients atteints de maladies rares, donc à la grandeur du Québec. Ça, j'ai vraiment hâte de voir là, comment ça va se faire, comment on va travailler main dans la main pour mettre ça en place, mais je pense que c'est vraiment... on ne peut plus attendre. Là. Même nous, RQMO, en fait, notre Santé rare collecte des données depuis 2014 et on vient de dépasser là, au début de 2023 le 4000 patients. Et on estime à plus de 500 000 Québécois atteints de maladies rares. Donc, on est très loin d'avoir l'ensemble du portrait et ça serait important d'avoir ce portrait-là. Autre chose, la création d'un réseau de recherche en maladies rares. Donc, ça le prend. Il faut vraiment axer la recherche sur des maladies spécifiques et justement la création d'un réseau de recherche qui va faire le grand portrait et qui va mettre en œuvre, en fait, différents acteurs de toutes les régions du Québec. Donc, ça, c'est vraiment extrêmement important. Et évidemment, le reste des highlights, des faits saillants qui sont mentionnés, ça fait un lien avec l'axe 1, là, avec le Navinat et tout ça. Donc, le but, en fait, c'est de faire travailler tout le monde main dans la main pour arriver à des résultats là, pour les patients. Donc, d'inclure les patients dans les projets de recherche, mais aussi de faire le lien avec le Navinat pour que le patient soit vraiment au cœur des priorités. Je pense qu'on peut changer, Bill, puis je te repasse la parole. Merci, Jonathan. En fait, qu'est-ce qui se passait au Québec a déclenché assez de jalousie dans le reste du Canada parce que c'était un plan d'action très élaboré et avec le financement du gouvernement du Québec là-dessus, 17 millions à peu près, là, en espérant que ça pourrait être bonifié avec l'argent promis du gouvernement fédéral. Je vais expliquer un peu plus sous peu. On a en Ontario un rapport du groupe de travail en 2017. C'était basé principalement sur la proposition de stratégie des maladies rares de CORD en 2015. Fait que c'était assez prometteur et bon, mais malheureusement, c'était pas suivi depuis les élections. En fait, cette semaine, le NPD, l'opposition officielle en Ontario, avait proposé un projet de loi à réadopter les recommandations de ce groupe-là en Ontario. Et aussi les Life Sciences Ontario et d'autres groupes de sciences de la vie qui avaient poussé beaucoup et donné les recommandations pour monter une stratégie de maladies rares. On a besoin de quelque chose comme vous avez au Québec dans chaque province. Et la raison, c'est pas juste parce que c'est la bonne chose à faire pour améliorer la vie des gens, ça c'est numéro 1. Mais numéro 2, il y a plus de façons à faire ça avec qu'est-ce que c'est sur la table grâce à la stratégie nationale des médicaments pour les maladies rares. C'était annoncé par le ministre de la Santé Duclos en mars passé. Et c'est beaucoup d'argent qui avait suggéré 1,5 milliard de dollars sur 3 ans. La plupart de ça, 1,4 milliard, va être versé aux provinces et territoires. Ça va être sujet, ça va être par rapport à des accords, des négociations bilatéraux entre les provinces et Ottawa. Et exactement qu'est-ce que ça va faire? Ça va faire 3 choses. Premièrement, pour mettre plus de médicaments sur leur liste publique remboursée
actuelles. Deuxièmement, pour aider avec les dépostages et diagnostiquer les façons de faire ça pour trouver d'autres patients qui n'ont pas accès maintenant aux médicaments. Mais troisièmement, ils vont négocier une liste commune entre toutes les provinces et ils vont figurer une façon de partager le financement avec les provinces là-dessus. Mais pas nécessairement juste avec les provinces. Ça se peut qu'ils vont trouver une façon à partager le coût avec d'autres intervenants, mettons les développeurs des médicaments. L'autre 100 millions de dollars, ça va être dépensé sur d'autres choses. Mettons un plan d'action pour la recherche, un réseau canadien d'essais cliniques pour les maladies rares. Et on a déjà vu quelques appels de l'Institut de recherche en santé du Canada, l'IRSC, pour les opportunités. Ça, c'est vraiment important parce qu'on sait que les investissements dans la recherche et l'accès aux recherches, c'est vraiment l'accès aux soins. Il faut, surtout dans les maladies qui sont super graves et sévères. Il y a aussi 20 millions de dollars pour aider avec la collecte et l'utilisation de données, surtout par les gens pan-canadiens. Je sais qu'il y a une agence qui manque de cette liste-là et je ne sais pas où est-ce que c'est Inès là, mais ça peut changer prochainement, j'imagine et j'espère. Et il y a l'argent à côté pour financer les structures de gouvernance nationale. Et ça veut dire aussi un groupe consultatif de mise en œuvre. Fait que prochainement, j'imagine qu'on va avoir Jonathan sur un comité fédéral pour aider. CORD ne va pas juste laisser passer les idées fédérales à dépenser cet argent-là. CORD veut vérifier et s'assurer que cet argent est bien utilisé pour aider les gens. Fait que, il y a un programme beaucoup plus élaboré pour aider l'accès aux médicaments. Un, c'est un réseau canadien des centres d'expertise pour les maladies rares. Un autre pilier, c'est comme une façon de haute vitesse pour l'accès aux médicaments. Et ça veut dire les façons de donner le remboursement tout de suite après que c'était approuvé par Santé Canada, collecter les données en même temps, puis négocier en même temps. On n'a pas besoin d'attendre la perfection avant qu'on peut donner aux patients aussitôt que possible. Et finalement, plus de recherche pour les maladies rares. Fait en parallèle et pour soutenir qu'est-ce qui se passe au niveau fédéral et provincial et en travaillant très étroitement avec Jonathan et Arquiomo, ça, c'est qu'est-ce que CORD propose pour mettre en place. Ça, c'est beaucoup de détails sur le programme d'accès géré que CORD est en train d'élaborer. Il y a tellement trop de textes maintenant, mais quelqu'un a demandé dans le groupe de chat, est-ce qu'on peut avoir l'accès aux diapos? La réponse est bien sûr que oui. Et on attend et on va avoir d'autres webinaires et opportunités de discuter les détails. Mais j'ai voulu arrêter puis laisser juste un couple de minutes. Je sais qu'on est quasiment à temps. Signer cette pétition. C'est une pétition dans la Chambre des communes live maintenant et on a le lien là. Parce que maintenant, la question et le problème, c'est qu'on a beaucoup de plans, on a beaucoup d'idées, mais on n'a pas vu vraiment les fonds passer aux provinces pour être capable de mettre en action. Et ça, peut-être que je vais juste passer encore à Jonathan en premier. 17 millions avec la partie pour le Québec de 1,4 milliard de dollars. Est-ce que le Québec va être dans une meilleure place avec cet argent-là? Et qu'est-ce que toi, tu veux voir prochainement avec les gens sur l'appel aujourd'hui? Bien, merci Bill. En fait, effectivement, je l'ai dit au départ, 17,2 millions, puis je vais faire ça rapidement parce que je sais qu'il y avait des questions, puis le temps avance. Effectivement,
pour toutes les actions qui sont mentionnées dans le plan d'action québécois pour les maladies rares, je pense que 17,2 millions, c'est vraiment irréaliste là, pour maintenir en fait toutes ces actions-là. Fait que clairement, depuis les annonces de la stratégie fédérale le 22 mars dernier, depuis le plan d'action le 1er mai dernier, tout semble être un peu sur le pilote automatique. Et ce qu'on demande, c'est vraiment qu'il y ait de l'action, qu'il y ait vraiment des négociations. On n'entend pas vraiment parler, mais je pense que c'est important de ramener ça à la table et de dire, ben, pendant ce temps-là, il y a des patients qui attendent, il y a des patients qui souffrent, puis il y a des patients qui décèdent, malheureusement. Donc, c'est tragique, mais c'est la réalité. Puis avec 17,2 millions, c'est mieux que zéro, effectivement, mais je pense que ça va prendre beaucoup plus pour avoir toutes ces belles actions-là. Et je demande vraiment là, au gouvernement de travailler fort pour aller chercher justement le maximum d'argent pour les patients du Québec. Puis je donne le même message pour l'ensemble des provinces, là. Je pense que la discussion doit avoir lieu et elle doit avoir lieu rapidement. Et c'est pourquoi on a travaillé ensemble, RQMO et CORD, pour cette pétition-là. Donc, voilà. Merci, Jonathan. Oui, c'était en fait beaucoup de questions et suggestions. Qu'est-ce qu'on peut faire prochainement? Premièrement, signer la pétition, ça c'est une chose. Deuxièmement, mi-juillet, en fait, tous les premiers ministres des provinces et territoires vont réunir à Winnipeg pour leur réunion estivale pour décider quoi faire, c'est quoi leur priorité au niveau provincial et territorial. Fait que ça, c'est une autre opportunité à vraiment pousser pour qu'ils demandent que cet argent passe rapidement aux provinces pour qu'ils puissent bonifier leur plan individuel. Et aussi, on a mentionné sur l'autre webinaire en anglais qu'on a fait on a traduit le plan d'action du Québec en anglais et on va faire un peu plus de façon bilingue. Puis il faut rester en contact, Jonathan, vraiment apprendre les meilleures pratiques dans le reste du Canada pour vous et aussi les obstacles. Qu'est-ce qui se passe ailleurs? Ça peut être un drapeau jaune pour aider vos actions et qu'est-ce qui se passe pour vous. Je ne sais pas si Durhan est toujours avec nous pour dire juste un mot de remerciement et bienvenue à tout le monde. Merci beaucoup pour tout. C'est une question de M. Bureau. Est-ce que vous... Oui, Michel, Monsieur Bureau, je ne sais pas si vous oui, voulez... moi, vous ne me connaissez pas, mais je suis un ancien sous-ministre associé à la santé, un ancien membre du conseil d'administration des IRSC, un ancien président du Fonds de recherche en santé du Québec. Je connais bien la recherche fondamentale et je l'ai supportée à tous mes niveaux. Il y a un sujet qui n'est pas mis en cause dans vos plans. Il faut trouver un moyen d'aider ces familles, de les supporter alors qu'elles attendent, bien sûr, les médicaments curateurs. Mais en attendant, elles ont de grandes difficultés, elles ont besoin de centres de répit, de soutien communautaire, etc. J'aimerais bien voir dans vos plans une section qui traite de ça. Merci. Si je peux me permettre rapidement, je pense qu'effectivement, c'est quelque chose dans le plan d'action comme tel, il n'y a pas d'actions qui sont... et ça fait le lien avec un commentaire qui est dans le chat là, présentement. Donc, c'est par Génie qui a fait le commentaire en disant qu'est-ce qu'on peut faire pour aider, qu'est-ce qu'on peut faire de plus. Mais je pense que c'est là la réponse, c'est qu'effectivement, il faut faire de la pression, il faut continuer d'en parler et il faut surtout travailler ensemble pour mettre en place des initiatives comme celle-là que vous venez de dire, M. Bureau. Effectivement, on parle de diagnostic, de traitement, de recherche, de sensibilisation, de la formation des professionnels de la santé, mais on oublie effectivement que pendant ce temps-là, les patients veulent en fait être soutenus, veulent être écoutés et veulent surtout avoir des services pour les aider à passer à travers la maladie en attendant les médicaments. Donc, c'est un très bon point. Puis, on va s'assurer le RQMO, en fait, là, va s'assurer de mettre cet élément-là de l'avant, effectivement. Excellent.
Fait que merci tout le monde d'avoir participé cet après-midi sur ce webinaire et en espérant qu'on peut vous voir en personne. En fait, Durhan et Cord montent souvent les réunions à Ottawa, Toronto et Jonathan, je sais, à Québec, puis à Montréal et même Sherbrooke et ailleurs. Ouais. Et on va avoir plus de collaboration entre les deux organisations prochainement. Et je ne sais pas si Jonathan a un dernier mot pour les gens. Oui, en terminant, là, je vois qu'il est 1h35. Je vous remercie beaucoup. On a atteint presque 46 personnes là, dans le Zoom aujourd'hui en français. On avait près de 170 personnes tout à l'heure en anglais. Vraiment, là, je vous remercie tout le monde d'avoir été là avec nous ce midi. Puis, gênez-vous pas si jamais vous avez des enjeux, vous voulez discuter des enjeux du Québec avec nous, le RQMO, pour qu'on puisse justement faire un plan où est-ce que tout le monde travaille main dans la main. Je pense que c'est vraiment important d'oublier les silos et de s'assurer que tout le monde utilise leurs forces pour justement là, arriver à des belles choses. N'hésitez pas à nous écrire. C'est vraiment, là, ça va nous faire plaisir de travailler avec vous. Donc, tout simplement, jonathan.pratt@rqmo.org. Vraiment très simple. Et sinon, vous pouvez chercher évidemment sur notre site web. Donc, vraiment, merci beaucoup à tout le monde d'avoir été là aujourd'hui. Merci, Jonathan. Durhan, un dernier mot? Merci à Jonathan pour sa collaboration et à tous pour leur Merci, Durhan. présence. Nous sommes impatients de faire avancer notre programme ensemble. Et Durhan est aussi accessible que Jonathan en termes des courriels, allez vous abonner aux listes de RQMO et Cord pour rester en contact avec nous, signer la pétition si vous n'avez pas déjà fait. Et bon après-midi, merci beaucoup et à la prochaine. Merci. Merci.